Quand mon téléphone a vibré ce matin-là, je savais que ce ne serait pas un rappel amical. Le nom de Margot sur l'écran avait autrefois une signification chaleureuse, familière. Maintenant, il signifiait une barricade. J'ai déverrouillé mon téléphone avec un sentiment d'effroi. Et voilà, un texto qui ressemblait plus à un décret qu'à une supplication. S'il te plaît, ne viens pas. Ne nous occupons pas de ça. C'était le 9e anniversaire de notre fille Ivy. Je me suis arrêté, le pouce survolant la notification. Pendant 8 anniversaires, j'étais là à souffler les bougies, à lui offrir des cadeaux et à la regarder rire jusqu'à ce que ses épaules tremblent. Chaque année jusqu'à celui-ci, j'avais organisé ses fêtes, choisi le parfum du gâteau, et même sélectionné la playlist parfaite de chansons que nous aimions toutes les deux. Mais cette année était différente. Cette année, Margot s'était remariée avec un homme nommé Curtis. Et soudain, je devenais une gêne. J'ai fixé ces mots un long moment. La maison était silencieuse. Les rires de mes enfants au petit déjeuner s'étaient estompés. J'ai senti le poids de ma veste de costume sur mes épaules et j'ai réalisé que j'étais déjà habillé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu aux SMS. J'ai simplement glissé mon téléphone dans ma poche, pris le petit sac cadeau sur la table et me suis dirigé vers la porte. Chaque pas à côté de ma voiture me semblait lourd, mais j'ai continué d'avancer. Je n'allais pas laisser la nouvelle vie de Margot dicter ma présence dans le monde d'Ivy. Le trajet jusqu'au country club m'était familier, même si la raison de mon déplacement me semblait étrangère. J'ai repensé aux SMS. S'il vous plaît, ne venez pas. Et je me suis demandé quand cette relation, autrefois remplie de rêves partagés, était devenue un champ de bataille. J'ai imaginé le visage d'Ivy déchirant le papier d'emballage, ses doigts effleurant la boîte à souvenirs en bois que j'avais conçue spécialement pour elle. J'ai tapoté le volant à un rythme lent, me rappelant que l'amour ne demande pas la permission et qu'aucun nouveau nom de famille ne pourrait jamais écraser le mien dans son cœur. Je me suis arrêté dans le cercle des voituriers avec 20 minutes de retard. Bien sûr, j'étais en retard. Le timing de Margot me semblait toujours une autre limite, une façon de me rappeler que l'histoire ne m'appartenait plus. Je me garai, récupérai le sac cadeau et franchis le portail en fer forgé, me retrouvant au milieu d'une multitude de ballons pastels et de rubans flottants. L'odeur de l'herbe fraîche se mêlait au sucre et au rire. Des parents, vêtus de draps impeccables et de talons hauts, déambulaient en petits groupes, sirotant du champagne et discutant poliment. Je sentis leurs regards se déplacer, scrutant mon visage avec curiosité et une désapprobation à peine voilée. Je m'arrêtai à l'écart de la foule et observai Ivy. Elle se tenait sous un des deux ballons roses et lavande, vêtue d'une robe parsemée de petites fleurs. Ses boucles brunes rebondissaient tandis qu'elle caressait une rangée de cupcakes au chocolat. Elle me jeta un coup d'œil et, à cet instant, je vis dans ses yeux ce que le message de Margot tentait d'effacer, son père. La surprise dans son expression se transforma en joie et elle fit un pas en avant, ruban à la main, prête à courir dans mes bras. Mon cœur battait fort et je réduisis la distance qui nous séparait en 2 longues enjambées. Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, Margot m'intercepta. Elle sortit avec le calme maîtrisé de quelqu'un qui rend un verdict. « Ne nous arrêtons pas là, Mika, dit-elle doucement. » Ces mots étaient dénués de chaleur, une formalité déguisée en civilité. Ma poitrine se serra, mais je forçai un sourire. Je regardai Ivy et m'agenouillai, retenant toujours le cadeau. « Joyeux anniversaire, ma chérie, dis-je d'une voix douce. Je t'ai acheté quelque chose de spécial. Ouvre-le quand tu seras seule. » D'accord, acquiesça-t-elle, moi rayonnante, et je traçai les bords du sac de mes doigts délicats. Je me levai et pris une profonde inspiration. J'aurais voulu en dire plus pour rappeler à Margot que je serais toujours le père de sa fille. Au diable les conséquences, mais je me tus. Au lieu de cela, j'adressai un signe de tête polie à l'assemblée derrière Margot et commençai à me détourner. L'air entre nous était lourd, comme si je me débattais. Mais ma décision était ferme. Je n'étais pas là pour discuter. Je n'étais pas là pour plaider. J'étais là pour être parent. En franchissant le portail, mes pas ralentirent. Je ne me retournai pas. J'imaginais le silence gêné qui s'abattait sur les invités, les regards échangés entre Margot et Curtis. J'imaginais Ivy pressant sa joue contre le bois frais de la boîte à souvenirs que j'avais conçue pour elle. Un petit morceau du passé gravé dans l'amour. Je ressentis un pincement au cœur, une douleur douce amère. Ce petit acte de défi pour ma fille me parut révolutionnaire. C'était une déclaration. Je suis là.
Tu ne peux pas m'effacer. Dehors, je me glissais dans ma voiture. Je fermais les yeux lorsque le moteur démarra. Et pour la première fois depuis le texto de Margot, je sentis quelque chose s'installer en moi. Ni satisfaction, ni triomphe, mais clarté. Je serai toujours là. Ni portail, ni texto, ni second mariage ne m'empêcherait d'être le père d'Ivy. La route semblait incertaine, mais je partis avec cette certitude. Certains liens, comme celui entre un père et sa fille, sont indestructibles. Et cette simple vérité m'a toujours soutenu. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores tandis que j'étais assis à ma table à dessin, entouré de bouts de bois poncés et d'outils éparpillés. Chaque matin des 3 dernières semaines avait commencé de la même manière. Café dans une main, papier de verre dans l'autre. Tandis que je façonnais et lissais les bords de la boîte à souvenirs que je façonnais pour Ivy, je voulais qu'elle ressemble à un coffre au trésor. Robuste et intemporel. Le genre d'objet capable de survivre à une vie de choc et de chute, tout comme notre relation, marquée mais indestructible. Chaque courbe du bois, chaque lettre de son nom gravée à la main sur le couvercle, exprimait une intention. Ce cadeau n'avait pas pour but de frimer ou de faire un spectacle. Il s'agissait de m'assurer que, même si je n'étais plus invité à chaque instant, elle aurait toujours un morceau de moi avec elle. J'avais conçu la boîte avec 2 compartiments. Une partie supérieure peu profonde pour ranger les petits mots, les gribouillis et les petits souvenirs, et un tiroir plus profond en dessous pour ranger les photos et les breloques. J'avais d'abord esquissé la disposition dans mon carnet. Des lignes brutes, des mesures à noter, puis j'ai reporté ces plans sur la planche de cerisier que j'avais achetée à une scierie locale. J'ai testé l'ajustement des tiroirs à maintes reprises, ajustant légèrement ici et là jusqu'à ce qu'ils glissent doucement. Mes doigts se souvenaient de la pression exacte nécessaire pour un ajustement parfait. Chaque détail comptait. Après tout, cette boîte représentait 8 années d'anniversaire, d'histoire du soir, de genoux écorchés et de fou rire. Elle devait être impeccable. Tard dans l'après-midi, lorsque la teinture avait séché et pris une chaude teinte miel, j'ai assemblé les éléments. J'ai enfoncé de minuscules charnières en laiton et fixé un loquet délicat qui a cliqué avec satisfaction une fois fermé. Puis est venue la tâche la plus personnelle, graver le nom d'Ivy et écrire en boucle sur le dessus. Mon cœur a battu fort lorsque la première lettre est apparue, en creux dans le grain. Chaque lettre suivante semblait retracer notre histoire. Je me souviens du jour de sa naissance. Son sourire parfait lorsqu'elle a attrapé mon doigt. Son petit poing serrant mon pouce. Et j'ai retracé ce souvenir en moi. Une fois la boîte terminée, j'ai rassemblé 8 petits porte-bonheur, un pour chaque année de sa vie. Une étoile argentée pour la nuit où elle a appris à lire à la lampe de poche après s'être couchée. Un petit pinceau pour les après-midi passés à réaliser des chefs-d'œuvre de peinture au doigt. Un ballon de foot pour la saison où elle a rejoint sa première équipe et marqué le but de la victoire. Une note de musique pour le récital de piano où elle tremblait avant de jouer et rayonnait après. Chaque porte-bonheur était le souvenir d'une étape importante que nous avions célébrée ensemble. Je les ai soigneusement nichés dans le compartiment du bas, tapissé d'un velours doux au léger parfum de lavande et de promesses. Le compartiment du haut contenait les autres trésors. Des photos imprimées sur papier mat. Les bords légèrement gondolés par les manipulations. Des mots pliés en cœur en origami. Un trèfle à 4 feuilles pressées, issu de l'herbe de pique-nique partagée au parc. Une marguerite séchée du jour où elle avait couru pieds nus dans un champ de fleurs sauvages. Je les ai glissés un par un, m'arrêtant pour me remémorer son rire à chaque instant. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle découvrait quelque chose de nouveau. Je n'ai pas eu besoin d'écrire de longs messages, juste quelques mots, juste assez pour lui rappeler qu'elle n'avait jamais été seule. Tu es courageuse. Sois toujours curieuse. Papa est fier de toi. De simples affirmations qui lui murmureraient des encouragements à chaque fois qu'elle ouvrirait la boîte. Une fois terminée, j'ai attaché la boîte avec un ruban rose pâle et je l'ai placée dans un sac cadeau en papier. Le sac était robuste, orné de fleurs à l'aquarelle qui reflétaient celles de la robe préférée d'Yves. J'ai glissé un mot manuscrit à l'intérieur pour Ivy. Quand je te manque, ouvre ceci et souviens-toi. J'ai hésité avant de fermer le sac, ressentant le poids de chaque excuse non formulée, de chaque instant perdu que nous ne pourrions jamais récupérer. Mais j'ai aussi ressenti une bouffée d'espoir. Ce cadeau était plus qu'un simple morceau de papier. C'était un pont vers le cœur de ma fille. Ce soir-là, j'étais assise dans ma voiture à un pâté de maison du fleuriste, regardant Ivy gambader sur le trottoir avec Margot et Curtis.
Ivy tenait un bouquet de marguerites sauvages que Margot avait cueillies en chemin, des pétales jaunes vifs comme de petits soleils. J'agrippais le volant, un mélange de désir et de détermination. Je repensais à Margot qui avait dit que ce cadeau rendrait les choses difficiles, qu'il ferait de ma journée une journée mémorable. Mais je savais qu'il n'en était rien. Il ferait de cette journée une journée mémorable pour Ivy, pour ses souvenirs et son droit de savoir que son père l'aimait au-delà de toute limite. Je me garai près de l'entrée du jardin et restai là, sac cadeau à la main. La veille, j'avais répété une phrase simple, « Joyeux anniversaire, ma chérie. Je t'aime. » Je n'avais pas besoin de plus. Et lorsque je franchis le portail, tout ralentit. Le bourdonnement des conversations, le tintement des verres, le bruissement des feuilles et la brise. Dans ce silence, je la vis. Ivy leva les yeux, son petit visage radieux tandis qu'elle plissait les yeux pour se protéger du soleil. Sa bouche s'étira en un sourire si radieux qu'il aurait pu illuminer toute la fête. Elle courut vers moi sans hésiter, me tirant par la main. Je m'agenouillai pour la regarder dans les yeux et lui tendis le sac. « Joyeux anniversaire, Ivy » dis-je d'une voix douce mais assurée. Ses doigts effleurèrent les miens tandis qu'elle prenait le cadeau, ses yeux s'écarquillant sous ses cils. « Merci, papa » murmura-t-elle. Elle serra ma main, puis regarda Margot, qui se tenait à proximité avec un sourire forcé. Mais Ivy ne remarqua pas le regard noir de sa belle-mère. Elle ne voyait que son père, et c'était tout ce qui comptait. Je me levai et ébouriffai les boucles d'Ivy. « Vas-y, ouvre-le quand tu seras prête, » lui dis-je. Elle hocha la tête, serrant le sac contre sa poitrine. Je m'attardai un instant, regardant le ruban glisser des poignets. La boîte se révélait comme un secret à découvrir. Puis je me retournai et m'éloignai, sortant de leur monde pour revenir au mien. Je n'avais besoin ni d'applaudissements ni de reconnaissance. Les souvenirs que nous avions construits ensemble me suffisaient. Ivy les porterait dans son cœur, et je serais là pour chaque instant qu'elle choisirait de se rappeler. Dans ce simple échange, j'avais repris ma place, non pas comme invité à une fête, mais comme celle qui comptait le plus. J'arrivai à la garden party avec 20 minutes de retard, les mains froides sur les poignets du sac cadeau. Le gravier crissait sous mes chaussures tandis que je traversais la pelouse vers l'enclos privé derrière le country club, où chaque détail avait été soigné à la perfection. Des chaises pliantes blanches bordaient l'allée, des pétales pastels parsemaient l'herbe, et une tonnelle en fer forgé encadrée de rosiers grimpants occupait la pièce maîtresse. L'air embaumait le jasmin et l'herbe fraîchement coupée, mêlée au bourdonnement lointain des tondeuses à gazon dans la verdure. C'était une scène tirée d'un magazine sur papier glacé, le genre de décor idyllique que les gens postaient sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur la perfection de leur vie. Et pourtant, j'étais là, sans invitation, mais sans me laisser décourager, entrant dans un tableau conçu pour m'exclure. J'ai immédiatement repéré Ivy, sa petite silhouette éclipsée par l'abondance de décoration. Elle a ri tandis qu'un groupe de filles en jupoutis se poursuivait autour d'une fontaine, leurs cris de joie résonnant sur les murs du jardin. Son rire était le même que je connaissais intimement, vif, spontané, sans retenue, et il me serra la poitrine de désir. Je me suis rapproché, effleurant du bout des doigts le ruban du sac cadeau, mon cœur battant à tout. Rompre. C'était un moment que j'avais prévu de savourer. Sa surprise, sa joie, son étreinte qui me rappellerait pourquoi je refusais de rester loin d'elle, malgré tous les messages ignorés, toutes les portes qui se fermaient devant moi. Mais c'est alors que je l'ai vu, Curtis. Il se tenait à côté d'Ivy tel un gardien, l'air détendu et confiant, une main posée nonchalamment sur son épaule. Il portait un blazer bleu marine et une chemise blanche impeccable, le premier bouton ouvert, la cravate absente, comme pour exprimer une autorité facile. Ses cheveux noirs brillaient sous le soleil de l'après-midi, et son sourire était étudié, mais suffisamment sincère pour tromper tout le monde autour de lui. Il était tout ce que j'étais autrefois pour Ivy, son protecteur, son compagnon de jeu, son champion. C'était comme arriver en retard à son propre mariage et trouver quelqu'un d'autre pour célébrer. Je marquai une pause, inspirant profondément, espérant que l'amertume s'efface derrière l'amour que je portais à ma fille. Je me rappelais mon objectif, offrir le cadeau, la voir sourire et partir avant que l'émotion ne s'emballe. Mais en m'avançant, je ne pus ignorer le tourbillon de spectateurs. Les amis de Margot en robe à fleurs, ses parents debout au bord de l'assemblée avec des sourires polis, les collègues de Curtis discutant en groupe des chiffres du dernier trimestre. Ma présence rompait un équilibre fragile. Curtis me remarqua au même instant que lui. Son regard passa des boucles d'Ivy à mon visage, et l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent.
Une lueur de confusion traversa ses traits, un pli presque imperceptible se dessina sur son front. Avant qu'il ne se reprenne, le sourire poli, il tendit la main vers le serveur le plus proche pour un verre de limonade. Ivy le suivit, satisfaite de sa compagnie, et se retourna vers le cercle d'enfants, s'éloignant dans un tourbillon de tulle rose. Je fis un autre pas prudent en avant et Curtis se détacha pour me barrer la route, comme s'il croyait que la distance physique pouvait créer une barrière émotionnelle. Marthe flottait derrière lui, la posture rigide, les lèvres pincées. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, se plissant légèrement comme pour juger si j'avais le droit d'occuper cet espace. Derrière elle, des amis échangèrent des haussements de sourcils, et je pouvais presque entendre leurs commentaires silencieux. Que fait-il ici? Ne devrait-il pas respecter ses souhaits? Je sentais le poids de leurs suppositions peser sur moi, insinuant que j'étais une intruse, une perturbatrice de bienséance soigneusement équilibrée. Mais je n'appartenais pas à leur récit. J'appartenais à celui d'Ivy et j'avais parfaitement le droit d'être ici. Curtis s'éclaircit la gorge d'une voix polie mais chargée d'autorité. « Mika » dit-il en prononçant mon nom comme on s'adresse à un subordonné ou qu'on défie un intrus. « C'est gentil à toi d'être venu. » Son ton laissait entendre une question, même si ces mots étaient une affirmation suffisante. Je soutins son regard, percevant le fond de sa possessivité. Tout ici lui appartenait désormais. Sa fête, sa fille, du moins le pensait-il. Sa chance de prouver qu'il avait plus sa place que moi. Je redressai les épaules et soulevai le sac, me laissant porter par son poids. « Je suis là pour Ivy », répondis-je doucement, comme si cette simple déclaration pouvait outrepasser les règles tacites de cette réunion. C'est son anniversaire. Sous ce ton calme, mon attrait se fit plus intense. Je sentis la surprise de Curtis se propager comme une vague. Il ne s'attendait pas à ce que je me tienne si calmement, si assurément à ses côtés, dans cette ligne invisible. Avant que Curtis puisse répondre, un serveur apparut avec un plateau de limonade rose. Curtis prit un verre et transforma l'offrande en bouclier entre nous. Il leva son verre pour un toast moqueur. « Ah Ivy » dit-il avec un sourire naturel. « Joyeux 9e anniversaire. » Sa voix résonna dans le silence qui régnait parmi les invités. On aurait dit une invitation à se joindre à la façade ou à rester à jamais à l'écart. Je jetai un coup d'œil autour de moi et vis les expressions partagées, certains visages peints de curiosité, d'autres de désapprobation. Mais ensuite, je regardai Ivy et elle me regarda en retour, les yeux écarquillés de reconnaissance. Le temps ralentit tandis qu'elle s'approchait de moi, se détachant du groupe avec la confiance enjouée d'une enfant qui appartient aux deux mondes. Je m'agenouillai pour la rencontrer, l'attirant dans une étreinte qui me semblait si chaleureuse. Le vent lui balaya le front d'une mèche de cheveux, et je la repoussai doucement. « Joyeux anniversaire, ma chérie », murmurai-je en déposant un baiser sur sa tempe. Elle se blottit contre moi, et je sentis la tension dans mes épaules se relâcher. Curtis s'attarda à proximité, déplaçant son poids, hésitant entre se joindre à nous ou s'incliner. Finalement, il recula d'un pas, cédant l'espace sans un mot. Je me redressai, tenant le sac cadeau devant elle. Elle le prit avec empressement, et je le lui tendis avec un sourire qui ne lui était destiné qu'à elle. La foule s'écarta lorsqu'elle tira sur le ruban, et la boîte apparut tel un trésor secret. Je regardai ses petits doigts tracer les lettres gravées de son nom, ses yeux brillants à la découverte de chaque breloque, comme si elle déballait des souvenirs. Curtis rôdait autour d'elle, sans s'imposer. Margot se mordit la lèvre, mais n'intervint pas. Pour cet instant, le jardin appartenait à Ivy et moi. Tandis que les enfants reprenaient leur jeu et que les rires revenaient, je restai aux côtés d'Ivy jusqu'à ce qu'elle ait fini d'explorer la boîte. Puis, doucement, je lui dis « À bientôt. Je t'aime. » Elle sourit, le visage illuminé par la gratitude et l'émerveillement, et hocha la tête. Je me levai, croisai à nouveau le regard de Curtis et me tournai vers le portail. Mes pas semblaient plus légers et je franchissais l'arche pour m'exposer au soleil, conscient d'avoir tenu ma promesse, repris ma place dans l'histoire d'Ivy et laissé derrière moi des traces qui résonneraient longtemps après mon départ. J'avançai juste au moment où Ivy se lançait sur moi, ses pieds quittant le sol dans un bond joyeux. Le léger battement de son petit corps contre le mien aurait dû suffire à me réjouir. Mais avant que son rire n'atteigne mes oreilles, une main ferme la guida. La poigne de Margot était douce mais inflexible, et elle murmura à l'oreille d'Ivy quelque chose que je n'entendis pas bien. La chaleur de l'étreinte de sa fille fit place à une distance formelle, et la voix calme et saccadée de Margot trancha les bavardages de la fête comme un scalpel. « Ne nous arrêtons pas là, Mika.
Elle prononça mon nom comme si c'était la réponse à une question que personne n'avait posée. Les mots flottèrent dans l'air, créant un silence sur l'assemblée comme une vague qui se retire du rivage. Le temps sembla ralentir tandis que je percevais la retenue de son ton. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement l'autorité froide de quelqu'un déterminé à contrôler le récit. Son regard était fixé sur le mien, inébranlable, comme si elle croyait pouvoir confiner ma présence aux confins de la journée d'Ivy. Les invités s'arrêtèrent au milieu de leur rire, fourchette à mi-chemin des lèvres, verre figé à quelques centimètres de leurs lèvres. Même le chant des oiseaux dans les arbres semblait faiblir. Je sentais le poids de chaque regard, les escaliers polis mes inquisiteurs d'amis qui ne me connaissaient que comme le père absent, et les regards curieux d'étrangers qui m'évaluaient. L'espace d'un instant, je me suis demandé si j'avais perturbé quelque chose de fragile, un monde soigneusement construit auquel je n'étais plus censé appartenir. Puis j'ai regardé Ivy. Ses yeux étaient emplis d'un émerveillement spontané, cette étincelle lumineuse que je connaissais depuis ses premiers pas. Elle serrait le sac cadeau contre sa poitrine, le papier froissant sous ses petites mains comme s'il contenait une partie de mes regrets et de mes espoirs. Je me concentrais sur elle, sur la courbe de ses joues, sur la façon dont ses cils projetaient de fines ombres sur son visage. Je me souvenais des matinées passées à lui apprendre à lasser ses chaussures et des nuits à lui lire son histoire préférée jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cette fille, celle qui connaissait ma voix mieux que tout autre son au monde, se tenait là, attendant de savoir que rien ne pourrait m'effacer de sa vie. Je m'agenouillai près d'elle, me baissant pour que nous soyons liés par les yeux. L'herbe était fraîche sous mes genoux, collant à mon pantalon. Je laissai le monde flou autour de nous jusqu'à ce que je ne voie plus qu'elle. Joyeux anniversaire, ma chérie, dis-je doucement en soulevant le sac pour qu'elle puisse voir le ruban bien serré et le bord de la boîte qui dépassait. Ma voix était calme et assurée, elle exprimait tout mon amour pour elle. Elle se pencha en avant, ses cheveux effleurant ma joue, et attrapa les poignets. Je sentis la tension dans les épaules de Margot, l'entendis inspirer brusquement, mais je refusai de quitter Ivy du regard. « Ouvre-le quand tu seras seul, d'accord » ajoutai-je en glissant un doigt sur le bord du sac, désignant le mot écrit à l'intérieur. « Je t'aime plus que tout. » Ivy hocha la tête, ses lèvres s'incurvant en un sourire radieux capable d'illuminer n'importe quelle pièce, même celle emplie d'un jugement silencieux. Elle serra le ruban entre ses doigts, fronçant les sourcils de concentration tandis qu'elle dénouait le nœud. Je me redressai, me redressant de toute ma hauteur, ferme et confiante pour elle. Ma veste me semblait plus lourde maintenant, alourdie par l'attente et le défi. Je regardai Margot, la mâchoire crispée, le rouge lui montant aux joues. J'aurais voulu argumenter pour lui rappeler que l'amour n'a pas besoin d'invitation, mais je restai silencieux. Ce moment n'était pas pour elle, Curtis ou qui que ce soit d'autre. Il s'agissait d'Ivy, et je refusais de laisser leur malaise éclipser sa joie. Derrière moi, les invités reprirent lentement leurs activités. Certains hochèrent poliment la tête, d'autres retournèrent à leur conversation comme si de rien n'était. La brise souffla, soulevant des pétales égarés du sol et les emportant dans les airs comme des confettis. Ivy termina de dénouer le ruban et souleva le couvercle de la boîte, ses petits doigts traçant chaque lettre gravée de son nom. Même d'ici, je pouvais lire l'émerveillement dans son expression lorsqu'elle découvrit les charmes et les mots que j'avais soigneusement placés à l'intérieur. L'espace d'un instant, j'eus l'impression que le monde retenait son souffle avec nous, attendant sa réaction. Puis Ivy leva les yeux, un unique charme suspendu à son doigt, une minuscule étoile argentée qui scintillait au soleil et croisa mon regard. Ses yeux brillaient d'une compréhension muette. Elle sourit et murmura ces mots sans bouger les lèvres. « Merci. » Et à cet instant, tout le reste s'évanouit. Je me retournai et m'éloignai, franchissant le portail en fer forgé et plongeant dans la chaleur du soleil de l'après-midi. Je ne jetai pas un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je n'en avais pas besoin. Ivy m'avait vu. C'était la seule invitation dont j'avais besoin. Le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine fine s'arrêta net dès que la voix de Curtis parvint jusqu'à eux. Je me tenais à l'écart, après avoir apporté le cadeau d'Ivy, et m'apprêtais à m'éclipser lorsqu'il prononça ces mots qui calmèrent les conversations dans le jardin privé. « Attends, Mika. » Son ton, d'abord décontracté, presque curieux, finit par une pointe de stupeur. L'air se modifia, les assiettes se figèrent et les verres se mirent à flotter. Des gouttes de champagne flottèrent dans les airs. Curtis le répéta plus fort cette fois. « C'est mon patron. » Les mots résonnèrent entre les haies, portant bien au-delà de cette fête méticuleusement préparée. J'observai la vague de surprise lorsque chacun comprit que l'homme qu'ils avaient congédié n'était pas un simple invité.
Il s'agissait du vice-président de la stratégie chez Central Logics. Je maintins mon expression, calme, imperturbable, laissant la révélation faire son œuvre. Personne ne s'attendait à ce silence gêné, mais lorsqu'il se rompit, ce fut dans des murmures et des bruits de pas traînants. Une femme retint son souffle derrière moi. Quelqu'un près de la fontaine murmura à un ami. Je jetai un coup d'œil à Ivy, dont les doigts jouaient encore avec le ruban de sa boîte, les yeux écarquillés d'un étonnement innocent. Pour elle, c'était une autre de mes surprises imprévisibles. Mais pour les invités, c'était un bouleversement de l'ordre social. Curtis déglutit difficilement, sa pomme d'Adam s'agitant dans sa gorge. Il se passa une main dans les cheveux et tenta de rire. Waouh! Mika Alden, vice-président de Central Logics. Depuis combien de temps êtes-vous avec nous? Son sourire désinvolte s'estompa. Je m'autorisai un petit sourire poli. Un peu plus de 3 ans. Répondis-je d'un ton neutre. J'ai rejoint l'équipe peu après la naissance d'Ivy. Mes mots tombèrent doucement, mais avaient du poids. Derrière Curtis, les parents de Margot échangèrent un regard étonné. Sa mère, qui m'avait autrefois considéré comme une distraction, se pencha pour murmurer quelque chose à son mari. J'ai saisi une stratégie que la logique centrale ne connaissait jamais. Curtis fit un pas hésitant en avant, peut-être pour reprendre le contrôle. « Eh bien, c'est inattendu, balbutia-t-il. Il s'éclaircit la gorge. Je suppose que des félicitations s'imposent. Son incertitude était palpable. J'inclinai la tête. Merci. Je n'étais pas là pour jubiler, mais pour affirmer une dignité discrète. Le pouvoir, j'avais appris, s'exprimait par la présence plutôt que par les déclarations. Une vague d'applaudissements hésitantes parcourut les invités, dissipant la gêne. Les visages s'éclairèrent. Les conversations reprirent sur de nouveaux sujets. Des cartes de visite furent échangées. Quelqu'un ouvrit un téléphone pour prendre des notes sur le positionnement commercial. Curtis me regarda, mi-amusé, mi-poursuivi, réalisant que le jeu qu'il pensait contrôler avait dérapé. Margot resta figée, la bouche serrée, les yeux suppliant de partir. Je lançai un coup d'œil à elle, puis à Ivy, qui s'approcha d'un bond pour montrer à Curtis un charme qui pendait à son doigt. La petite étoile argentée scintilla au soleil lorsqu'elle s'exclama « Regarde ». Curtis s'agenouilla auprès d'elle, la curiosité laissant place à une fierté sincère. Il examina les charmes que j'avais choisis. Chacun rappelait nos années passées ensemble. Je m'appuyai contre la tonnelle, observant la scène. Pas de voix forte, pas de confrontation théâtrale, juste une vérité toute simple, exposée en bonne compagnie. Cette révélation silencieuse fut plus efficace que n'importe quelle entrée en matière. Curtis me jeta un coup d'œil, un hochement de tête mêlant respect et résignation. Je hochai la tête en retour et me tournai vers le portail. En m'éloignant, j'entendis quelqu'un murmurer, qui l'eût cru, suivi de « Il est remarquable ». Leurs paroles me suivirent, se mêlant au bruissement des feuilles. Je m'arrêtai à la sortie, contemplant le visage joyeux d'Yvette, encadré de ballons et de rires. Elle me fit un signe de la main, son sourire sincère, inconsciente des regards qui se tournaient. Puis je franchis le portail et refermai doucement le portail derrière moi. Le gravier crissa sous mes pieds tandis que je me dirigeais vers ma voiture. Je tenais légèrement la boîte à souvenirs d'Yvette dans ma main et me laissais submerger par les événements de la fête. Ce n'était ni bruyant ni théâtral, mais la graine du changement avait été semée. Dans ce jardin, entre fleurs soignées et mots concis, une vérité toute simple avait pris racine. J'étais plus qu'un invité indésirable. Je faisais partie intégrante de cette histoire familiale, et rien ne pouvait effacer ce fait. En m'éloignant, le soleil de fin d'après-midi reflétait le bracelet à breloques qui pendait dans la boîte à souvenirs. Un rappel que certains liens, une fois tissés, sont indestructibles. Je m'attardai à l'orée de la fête assez longtemps pour sentir le changement dans l'air. L'élégance soignée du jardin. Les parasols pastels, le jeu de croquet digne d'une salle d'exposition, la porcelaine délicate, me donnaient soudain l'impression d'être les accessoires de scène d'une pièce pour laquelle je n'avais pas auditionné. Pourtant, j'étais là, au centre de la scène, qu'il le veuille ou non. Curtis rôdait à proximité, toujours agenouillé auprès d'Ivy, tandis qu'elle examinait les breloques de sa nouvelle boîte à souvenirs. Il leva les yeux vers moi avec un sourire gêné, le genre de sourire qu'on s'impose quand les politesses et la fierté personnelle entrent en conflit. Je traversai l'herbe vers eux, retenant mon souffle. Ivy leva les yeux et me fit un signe de la main, son sourire aussi chaleureux que le lever du soleil.
Son innocence me donna du courage. Curtis se leva lentement, lissant son blazer comme s'il pouvait dissiper la tension d'un mouvement du poignet. « Mika, pardonne-moi de t'avoir importuné », commença-t-il d'une voix un peu trop aiguë. « Je ne t'avais pas remarqué, et vous vous connaissiez tous les deux. » Son regard parcourut la pièce comme s'il cherchait une issue de secours. J'acquiesçai, percevant le malaise derrière sa courtoisie. C'était un homme habitué à tout contrôler, maintenant confronté à une vérité qu'il n'avait pas anticipée. « On se connaît depuis longtemps », dis-je d'un ton conversationnel. Bien avant que la tension ne monte, Ivy tira Curtis par la manche. « Papa, je peux lui montrer le porte-bonheur note de musique ?» demanda-t-elle d'une voix vibrante d'excitation. Le visage de Curtis s'adoucit. Il l'aimait. Je le voyais bien. Son regard passa d'Ivy à moi, une question dans les yeux. Je m'agenouillai à côté d'elle, et elle brandit le petit pendentif argenté en forme de croche chantante. « C'est pour le récital de piano que j'ai donné au printemps dernier », expliqua-t-elle en désignant son père. « Tu te souviens, papa ? Tu as dit que j'avais été formidable, même quand j'avais raté les premières mesures. » Je lui souris, effaçant le souvenir des larmes qu'elle avait versées en pensant m'avoir déçu. Je me souviens avoir répondu en tendant la main pour faire tournoyer doucement le pendentif entre mes doigts avant de le lui rendre. Ivy rayonnait, le serrant contre sa poitrine. Curtis se frotta la nuque en riant nerveusement. « C'est incroyable, dit-il. Je n'ai entendu que des éloges pour ton travail chez Central Logic, Mika. C'est surprenant de voir que tu es. » Il marqua une pause, cherchant un adjectif qui ne sonnerait pas comme une insulte voilée. Alors, un père engagé. Je soutins son regard droit dans les yeux. Ma carrière est importante, mais elle ne passe jamais avant elle. Marot se tenait un pas derrière, les bras croisés. Son expression était soigneusement neutre, mais la tension dans sa mâchoire trahissait son malaise. Je me souvenais de son message. Ne ramenons pas tout ça à toi. Pourtant, nous étions là, à évoquer indéniablement non seulement moi, mais la façon dont ma présence remettait en question toutes les suppositions qu'elle avait tenté de faire passer. Je laissai mon regard dériver vers les autres invités. Les parents de Margot échangeaient des regards mêlés de curiosité et de regret. Les femmes en robe d'été se penchaient légèrement en avant et les maris s'éclaircissaient la gorge avant de poursuivre leur conversation. Tous percevaient le changement de dynamique. Le père absent se transformait en cadre supérieur, l'homme qu'ils avaient congédié se tenait calmement après sa propre révélation. Curtis déglutit et fit un geste vers la table des rafraîchissements. « Puis-je vous servir à boire ?» Il força un sourire facile et orienta la conversation vers un terrain plus sûr. « Ils font un excellent thé glacé ici. » Je secouai la tête. « Ça va, dis-je. Je suis juste là pour voir Ivy. » Il a hoché la tête et pendant un moment, j'ai pensé que nous pourrions simplement nous séparer des hochements polis et continuer nos vies séparées. Mais alors Margot s'avança, la voix basse mais transportant. « Curtis, tu devrais peut-être le sortir. » Ces paroles étaient tenues entre nous, lourdes de vieilles insécurités et de nouvelles alliances. Curtis s'est calmé, déchiré entre la loyauté envers sa femme et la prise de conscience qu'il n'avait pas de véritable motif pour me faire partir. J'ai jeté un coup d'œil à Ivy, dont l'attention s'était déplacée vers un groupe d'enfants. Pour chasser les papillons. Elle était inconsciente des courants tourbillonnant autour des associés et du beau-père de ses parents. Son monde était aussi simple et introduit qu'une marguerite dans ce jardin manucuré. J'ai ressenti une douleur de chagrin pour la complexité de l'âge adulte. Mais dans cette douleur, j'ai également trouvé la résolution. Je ne serais pas chassé par des suggestions voilées ou des intracis polis. J'appartenais ici autant que quiconque lui a revendiqué le titre. Curtis exhala, une faible raidition dans ses épaules. Il a fait un demi-pas en arrière, m'offrant l'autorisation tacite que les paroles de Margot avaient essayé de nier. « Je vais vous laisser vous rattraper, » dit-il, hochant la tête sur Ivy. Il a avalé une fois de plus, puis se tourna, glissant parfaitement dans la foule des invités. Je l'ai regardé partir, un mélange de pitié et d'admiration me lavait. Il essayait, à sa manière maladroite, de combler deux mondes. J'avais une fois tenu à sa place, incertain, désireux de protéger, méfiant d'être éclipsé. Je l'ai compris, mais plus important encore, j'ai compris que Livy a compris que ses deux parents coexistent autour d'elle sans conflit. Margot expira, avançant. Ses yeux étaient gardés, mais plus doux qu'auparavant. « Mika, dit-elle doucement. Merci de ne pas avoir fait de scène. » Je lui ai donné un petit signe de tête. « Je ne suis pas là pour toi,
j'ai répondu doucement. Je suis là pour Ivy. Son expression clignote. Surprise, remords, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Elle regarda sa fille, puis me retournait comme s'il pesait le coup de la guerre contre la valeur de la paix. Enfin, elle s'est détournée pour rejoindre les invités, tirant ses épaules dans un geste que j'ai reconnu. Addition et déguisement de l'amitié. Je me suis agenouillé à côté de Ivy une fois de plus, frottant une boucle lâche derrière son oreille. Son visage s'éclaira alors qu'elle tenait sa boîte à mémoire. « Oh, montrez-moi les photos », murmura-t-elle. J'ai soulevé le couvercle et pointé vers le compartiment supérieur où se trouvaient des instantanés, l'un de ces souriant alors qu'elle glissait sur le toboggan de l'aire de jeu, un autre d'entre nous en train de construire des châteaux de sable à la plage. Chaque image portait sa propre histoire, et je les ai décrites une par une, ma voix douce avec nostalgie. Elle écouta, les yeux écarquillés, hochant la tête en reconnaissance. Lorsque nous avons déménagé dans le tiroir inférieur, j'ai sorti le charme en laiton en forme de ballon de football. Elle haleta. « Vous vous souvenez » s'est-elle exclamée. J'ai souri, en rentrant le charme dans une boucle de ruban. Je me souviens de tout de toi. Nous sommes restés blottis ensemble, des souvenirs perdus et partagés jusqu'à ce que les petites mains se lassent de la boîte, et nous avons entendu l'appel lointain de ses amis qui l'ont invité à revenir au gâteau. Elle a glissé la boîte dans la poche de ma veste pour la garde, reliant ses doigts à travers les miens. « Merci d'être venu » dit-elle tranquillement, me rapprochant. « Tu es la meilleure partie de mon anniversaire. » Ma gorge se resserra à la douceur de ses paroles. Elle avait 11 ans, se promenant pour toujours dans son innocence, ignorant la politique sociale, sans être troublée par le divorce ou la rémunération. Pour elle, cette journée était parfaite parce que j'étais ici. Je me suis tenu et je me suis brossé les genoux, levant sa main et la mienne. Ensemble, nous avons marché jusqu'à la table de gâteau où son rire se mêlait au bruissement des paupières de fête et aux notes douces d'un quatuor à cordes. L'invité s'arrêta pour présenter des souhaits, et le sourire forcé de Margot s'est adouci dans quelque chose de presque authentique. Curtis est apparu à ses côtés aussi, des mains pleines de cupcakes, et j'ai attiré son attention. Il m'a donné un signe de tête. Pas de mots, juste une reconnaissance. Dans ce signe de tête, j'ai vu l'acceptation. Pas totale, non sans réserve, mais suffisamment pour me permettre de jouer mon rôle dans la vie d'Ivy sans excuse. Alors qu'elle soufflait ses bougies, les joues gonflées de souffle et que les yeux se fermaient, j'ai senti la maladresse se dissoudre en quelque chose ressemblant à l'harmonie. Le jardin, avec toute sa beauté organisée, est devenu un lieu de connexion authentique. Je porterai à jamais le souvenir de cette journée, non pas pour l'inconfort que j'ai enduré, mais pour le moment où l'amour a dépassé la prétention sociale. Et alors que je regardais le souhait de ma fille dériver vers le haut dans les mèches de la fumée de bougies, je savais que peu importe le nombre de parties que je me suis écrasé sans invitation, aucune barrière ne se tiendrait jamais entre nous. Quand je suis arrivé à mon appartement le samedi suivant, je m'attendais à la routine habituelle. Déposer ma mallette près de la porte, décoller ma veste et s'effondrer sur le canapé avec un soupir. Mais en déverrouillant la porte, j'ai remarqué un petit morceau de papier collé dans le cadre de l'écriture en boucle d'Ivy. J'ai souri avant même de le lire. C'était sa signature qui s'épanouit, la façon dont elle a bouclé la queue d'elle. Pourquoi? Juste pour que je le décolle doucement et que je le porte à l'intérieur, mon montage de curiosité. J'ai posé mon sac et lissé le papier sur la table basse. Le dessin était simple, dessiné dans un crayon de couleur. 2 figurines de bâtons debout côte à côte devant un grand bâtiment avec plusieurs rangées de fenêtres. Une figure portait une cravate. L'autre arborait une cape. Au-dessus d'eux, en lettres à main levée, elle avait écrit « Moi et papa ». C'est le vrai super-héros. Mon cœur l'a obligé à la vue. L'immeuble ressemblait à notre ancienne tour de bureau au centre-ville, celle où j'avais organisé ces 4 emmener votre enfant à la journée de travail, même si officiellement, ce n'était pas autorisé. Je me suis souvenu comment ses yeux s'étaient largement étendus à la vue du hall élégant, le sol en marbre poli qui reflétait la lumière du soleil dans un tableau éblouissant, et comment elle a serré ma main alors que nous montions l'ascenseur jusqu'au 35e étage. Elle avait insisté pour porter sa cape violette ce jour-là, son uniforme de super-héros officiel, elle l'a appelé. Et je l'avais regardé traverser les portes de mon bureau, si fier et intrépide. Dans son monde, j'étais invincible, et elle croyait qu'ensemble, nous pouvions relever tout défi. J'ai glissé sur le canapé et tenu le dessin dans mes mains, traçant chaque coup de crayon comme si c'était une bouée de sauvetage.
La cravate sur une silhouette m'a rappelé mon costume ce jour-là à la jardinage lorsque Curtis m'avait éteint devant tout le monde comme son patron. J'étais resté calme, recueilli, inébranlable, une entreprise de super-héros face à une opposition inattendue. Dans le croquis, Ivy m'avait donné une cape au lieu d'une cravate, échangeant mon identité d'entreprise contre quelque chose de plus élémentaire. Protection, bravoure, le genre de force qui ne réside pas dans un bureau d'angle, mais dans l'amour inébranlable d'un père. J'ai mis le dessin sur la table et récupéré la boîte à mémoire de la poche de ma veste. À l'intérieur se trouvait le petit bracelet à charme que nous avions assemblé ensemble. Chaque charme un jeton d'une mémoire partagée. Boule de football, pinceau, étoile et plus encore. Ivy l'avait porté tous les jours depuis son anniversaire. Et maintenant, je l'ai gardé ici en sécurité. J'ai ouvert la boîte et passé mon doigt sur la doublure en velours. Les charmes brillaient dans la basse lumière. Et pendant un moment, j'ai ressenti la même vague de fierté que j'avais ressentie lorsqu'elle les a découvertes pour la première fois. Ce n'étaient pas seulement les cadeaux eux-mêmes, mais ce qu'ils représentaient. Des moments de connexion, des morceaux d'une vie tissée ensemble par l'amour et l'intention. J'ai appuyé sur la boîte à charme fermée et j'ai tourné mon attention vers le dessin. Une partie de moi voulait l'accrocher au mur pour préserver sa proclamation honnête de notre lien, mais je me faisais une pause, compte tenu de sa nature fragile. Au lieu de cela, j'ai traversé mon tiroir de bureau et j'ai sorti un cadre que j'avais acheté lors d'un de mes voyages au magasin d'art. Les cadres achetés en magasin ne convenaient jamais tout à fait à ces dessins, mais celui-ci était simple, le genre qui a laissé les œuvres d'art parler d'elles-mêmes. J'ai mesuré le papier contre le verre, puis je l'ai soigneusement monté à l'intérieur, en tachant les coins pour l'empêcher de glisser. J'ai admiré le résultat. Son dessin suspendu dans sa nouvelle maison, attendant de prendre la lumière. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à Margot pour confirmer notre visite du dimanche. Elle a répondu avec un simple « à 2 ans », suivi d'un visage souriant. Je me demandais si elle avait vu le dessin, si elle savait comment cela me donnait de la force, mais je ne l'ai pas évoqué. Je voulais que le dimanche après-midi soit sur le plaisir, pas la confrontation. J'ai glissé le dessin encadré dans le siège passager de ma voiture à côté de la boîte à mémoire et un bouquet de fleurs sauvages que j'avais ramassé dans le coin le plus fleuri. J'ai choisi les marguerites. Simples et résilies, leurs pétales blancs sont bordés de poussière d'or. Ils m'ont rappelé la couronne de fleurs préférée d'Yves qu'elle avait portée au festival de printemps dernier. Quand je me suis arrêté dans l'allée de Margot, Sunlight a dansé à travers le pare-brise. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé le paquet de biscuits que j'avais cuit plus tôt, des pépites de chocolat, son favori, et je suis monté sur le porche. Ivy a ouvert la porte avant de pouvoir frapper, son sourire rayonnant. « Papa, tu as apporté les cookies. » Elle les a remués sous mes yeux comme un prix. J'ai ri, les soulevé dans un baiser et je suis entré à l'intérieur, faisant attention à ne pas bousculer le cadre. Margot m'a salué dans le salon, son sourire forcé laissant la place à une véritable chaleur alors qu'elle acceptait les cookies. « Merci, Mika », a-t-elle dit. « Tu sais comment elle aime ta pâtisserie. » J'ai hoché la tête, jetant un coup d'œil au couloir où des photos de famille bordaient les murs. Je me suis souvenu à quel point nous avions été proches. Avant le divorce, avant la rémunération, avant la jardinerie qui a tenté de réécrire nos rôles. Maintenant, chaque interaction ressemblait à une négociation, une danse délicate entre l'affection et le décorum. Ivy a tiré à ma main. « Allez, papa. Je veux te montrer quelque chose. » Elle m'a conduit dans sa chambre où les murs étaient plâtrés avec de l'artisanat coloré et des affiches de ses super-héros préférés. Elle sauta sur son lit et ouvrit sa porte de placard, révélant un coin caché qu'elle drapait de lumière de fée. « J'ai fait ça pour toi », a-t-elle dit en reculant fièrement. À l'intérieur du coin, suspendu à un ruban sur la toile de fond scintillante, se trouvait mon dessin encadré. Il scintille dans la lumière douce, le crayon marque audacieux et vivant. En dessous, elle avait placé la boîte à mémoire sur une petite étagère qu'elle s'était installée à côté de sa collection de livres d'histoire. Maintenant, cela fait partie de mon coin de super-héros, a-t-elle expliqué. Parce que tu es mon héros, papa. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine, un mélange de joie et d'humilité si intense que cela m'a laissé essouffler. Je me suis agenouillé devant elle, la tirant dans mes bras, faisant attention à ne pas déranger sa configuration délicate. Merci, petite fille, je vous ai expliqué. Avec toute la férocité d'un enfant de 9 ans qui pouvait sauver son père de tout chagrin. Crayon parfaitement dans une seule feuille de papier. À la maison,
le dessin et le fusil de chasse à la boîte à mémoire, j'ai senti une certitude tranquille s'installer sur moi. Peu importe où la vie nous a conduits, des salles de réunion des entreprises ou des rassemblements de familles, des jardins de country club ou des coins féeriques, notre obligation nous guiderait. Le dessin d'Yvet était plus que l'art. C'était une promesse gravée dans un travail manuel enfantin, un plan pour mon héritage en tant que père. Et tant qu'elle m'a attiré avec une cape, je continuerai à me présenter, prêt à être son super-héros, un jour et un dessin à la fois. Je suis arrivé à mon bureau mercredi matin à la teinte un jour normal. Café, email, une session de planification stratégique avec mon équipe. La salle de conférence en papier peint fredonnait avec des lumières fluorescentes et le doux buzz des ordinateurs démêlants. Mon assistante, Jenna, a salué en passant son bureau. Tout était comme d'habitude jusqu'à ce que Curtis monte dans mon bureau 10 minutes après m'être installé à mon bureau. Il semblait hors de propos dans la suite de verre comme spectateur sur un échec. Sa cravate a été desserrée. Son expression était instable. Mika, commença-t-il, regardant les yeux sur la photo encadrée d'Ivy perchée à côté de mon moniteur. La vue de son visage souriant semblait lui voler les nerfs. « Ça vous dérange si nous parlons ?» J'ai incliné ma tête et je l'ai agitée vers la chaise en cuir en face du mien. Alors qu'il était assis, j'ai fermé mon ordinateur portable, plié mes mains et lui ai offert un signe de tête calme. « Bien sûr, Curtis. » « Qu'est-ce que vous pensez ?» Il passa une main dans ses cheveux et exhala. « Le genre de respiration lourde que vous prenez lorsque vous êtes sur le point d'admettre la faute ou la vulnérabilité. »« Je voulais juste dégager l'air de la fête, » a-t-il dit tranquillement, ses yeux sur ses jointures. « J'ai l'impression de vous en tenir à vouer à faire des excuses. Je gère mal les choses. » Je l'ai étudié, en voyant la tension gravée autour de ses yeux et l'hésitation dans sa posture. Ce n'était pas une négociation d'entreprise ou un jeu de pouvoir. C'était un homme admettant ses insécurités. Je me suis reposé sur ma chaise et lui ai accordé toute mon attention. « Et Curtis, la seule chose que vous devez y vivre est l'honnêteté et le respect, » ai-je dit. « Tu ne savais pas qui j'étais au début, et c'est compréhensible, mais je suis content que tu sois venu parler. » Son regard se redressa, le soulagement et l'embarras se sont portés sur son visage. « Vous savez, Margot essaie toujours de garder tout calme et parfait, » a-t-il dit, voix basse. Elle m'a dit de ne pas faire des vagues, de garder la nouvelle famille heureuse, mais j'ai réalisé plus tard que je laisse son point de vue. M'a rendu aveugle à ce qui compte vraiment. Il fit une pause, les yeux sur les miens. Il ne s'agit pas d'orchestrer un événement. Il s'agit d'être présent pour votre fille. Vous vous êtes présenté sans faire de scène, et vous m'avez rappelé que la présence est le meilleur cadeau. Je me suis penché en avant, le clic familier de ma montre-bracelet me rappelant le temps passant. Curtis, je ne suis pas là pour vous vilipender. Nous voulons tous les deux que Ivy se sentait aimée. Nous l'approdons simplement différemment. Il hocha la tête, avalant fort. Je veux être un bon beau-père, a-t-il avoué. Je me soucie d'elle et je crains que je ne vous mesure jamais dans ses yeux. C'est pourquoi j'ai essayé si fort pour protéger son monde. Son regard se ramollit en disant cela. Mais je vois maintenant que je dois prendre du recul et la laisser avoir sa relation avec vous. J'ai expiré, comprenant son sort en tant que nouveau venu dans un lien préexistant. Vous ne me remplacez pas, je lui ai assuré. Vous ajoutez à sa vie. Nous n'avons pas à rivaliser. Les épaules de Curtis se détendaient pour la première fois depuis qu'il était entré dans mon bureau. Il passa une main le long du bord de mon bureau comme s'il s'en s'était à une nouvelle perspective. Merci, a-t-il dit, voix plus stable. Je veux travailler ensemble. Quand elle appelle votre nom dans ses dessins ou porte ce bracelet à charme, ce n'est pas un rejet de moi. C'est le reflet des souvenirs que vous partagez. Il leva les yeux sérieux. J'aimerais nous inviter à co-animer sa prochaine célébration. Faites-le sur elle. Oui. Mais avec nous deux la soutenant, j'ai considéré l'offre, imaginant le visage ravi d'Ivy et la paix qu'il apporterait. J'aimerais ça. J'ai accepté. Nous avons passé la prochaine demi-heure à rédiger un plan approximatif. Un pique-nique dans les jardins botaniques, des décorations simples, une liste d'invitations qui comprenait ses amis les plus proches et les deux côtés de la famille. Alors que nous esquissons des idées sur un tableau blanc, la tension s'est dissoute en collaboration. Curtis a suggéré une station de vol de cerf-volant. J'ai ajouté une chasse au trésor photo. Nous avons ri quand l'un de mes marqueurs PowerPoint a grincé lors d'un croquis d'un stand de cupcakes. Jenna a culminé en une fois,
levant un sourcil à la camaraderie inhabituelle, mais choisissant de ne pas interrompre. Au moment où je les promenais à l'ascenseur, nous avions une vision partagée pour la prochaine célébration d'Yvais, qui honorerait son histoire et embrasserait son avenir. Debout dans la porte de mon bureau, je me tournai vers Curtis. L'homme qui avait une fois essayé de me garder à la longueur des bras était maintenant comme un allié. « Merci d'être venu, dis-je, tendant ma main. Il l'a secoué fermement. « Merci d'être ouvert au dialogue, a-t-il répondu, un véritable sourire soulevant ses traits. Puis il a appuyé sur le bouton du hall et a disparu derrière les portes de clôture. J'ai regardé les ascenseurs glisser dans l'arbre avant de retourner à mon bureau. À l'écran, le nom d'Ivy scintillait sur la photographie encadrée. Je me suis assis et j'ai soufflé profondément, sentant une légèreté dans ma poitrine qui n'avait pas été là auparavant. La visite de Curtis avait été inattendue, mais elle avait préparé le terrain pour un nouveau chapitre dans toutes nos vies. L'une ne s'est pas construite sur l'exclusion, mais sur la coopération, le respect et la mission partagée d'aimer une petite fille remarquable qui nous considérait comme ses héros. Un an s'est écoulé depuis les batailles à peine voilées de la fête du jardin et les conversations courantes. Pourtant, le temps avait un moyen de lisser les bords rugueux lorsque vous le laissez. Ivy deviendrait l'étain aujourd'hui, et son sourire était aussi prophétique que brillant, un héros d'innocence et de joie sans complexités adultes. Quand je suis arrivé à la petite salle communautaire juste l'après-midi, Sunlight a coulé à travers les grandes fenêtres, peignant des rectangles chauds sur le plancher en bois poli. La pièce était modeste, des chaises pliantes situées en rangées soignées, une diffusion de ballons et de nuances de lavande et de menthe, et une table drapée avec un simple tissu blanc à l'extrémité. Il n'y avait pas de tonnelle de fer, pas de dispositions florales organisées. Au lieu de cela, la chaîne de papier garland fabriquée par Ivy et ses amis suspendue au plafond, chacun lit un petit testament à la créativité jeune. Je suis entré à l'intérieur avec un bouquet de marguerites, son préféré et une boîte de ses biscuits aux pépites de chocolat bien aimés. Ma veste de costume a été jetée sur mon bras, ma cravate se détendait. Il n'y avait pas besoin de formalité aujourd'hui. Je me suis arrêté pour admirer la scène. Les parents se saluent avec des hellos décontractés. Les enfants se précipitant entre les chaises, le rire ondulant dans l'espace comme la chanson d'oiseaux. Curtis se tenait près de la table de rafraîchissement, versant du jus dans des tasses en plastique avec une main pratiquée. Son bref hochement de tête me portait plus de chaleur que tout ce qu'il avait offert au country club. Margot planait à côté de lui, ses bras croisés dans une habitude que je reconnaissais comme protectrice, mais ses yeux se ramollissaient lorsqu'ils ont rencontré le mien. Je mets les marguerites sur la table et disposais les cookies dans un cercle soigné sur une assiette en papier. L'odeur de chocolat chaud et de fleurs fraîches se mêlait à l'air. Ivy borna vers moi, les joues rougissaient d'excitation, sa robe lavande tourbillonnant autour de ses genoux. « Papa » cria-t-elle, enroulant ses bras autour de ma taille avec une force qui m'a presque lancé du sol. Je l'ai tenu serré, sentant la solide réalité de son poids contre moi. Preuve que ce jour était un cadeau que nous méritons tous les deux. Joyeux anniversaire, ma courageuse fille. Chuchotai-je, pressant un baiser vers son temple. Elle gloussa, des boucles sombres chatouillant mon oreille. Margot s'éclaircit doucement la gorge. « Mika, dit-elle, voix douce. Je voulais juste dire merci pour tout. » Son regard est tombé contre Ivy, qui examinait déjà les marguerites. J'ai hoché la tête, laissant ses paroles s'installer entre nous. Il n'y avait pas de grandes excuses, pas de gestes de contrition. Au lieu de cela, il y avait une reconnaissance, petite mais sincère. Ce qui, après tout, semblait plus significatif que toute concession publique. Curtis s'est approché avec 2 tasses de jus et en a remis une. « Voici à Ivy » a-t-il dit, levant la tasse dans un toast. Ses yeux ont rencontré les miens avec une véritable chaleur. Pour Ivy, nous avons tincé du plastique contre le plastique, des rires se déversant entre nous. La tension qui existait autrefois s'était dissipée, remplacée par un but partagé, célébrant la fille au centre de nos vies. Ivy s'est précipitée au centre de la pièce où ses amis avaient formé un cercle. Ils ont fait irruption dans une interprétation spontanée de Happy Birthday, des voix qui sonnent brillantes et inconscientes. J'ai regardé qu'elle placerait ses mains sur le bord du gâteau, une confiserie simple de glaçage à la vanille et paille avant de la rejoindre, guidant ses doigts vers les bougies. C'étaient 10 flammes minces qui vacillaient courageusement. Je m'accroupis à côté d'elle, le cœur gonflant. « Faites un souhait, chérie, dis-je. » Elle ferma les yeux, les lèvres se sont plissées de concentration, et quand elle a soufflé, les bougies bégayèrent et sortaient dans un panache de fumée.
Les applaudissements se sont ondulants dans la pièce et Ivy rayonna. Elle se tourna vers moi, un brillant. « C'est parfait, papa » a-t-elle dit. Et à ce moment, la salle était aussi grande que n'importe quel jardin de country club. J'ai enroulé un bras autour de ses épaules et nous avons interrogé la scène ensemble, des amis la félicitant, des parents discutant amiablement, Curtis offrant un gâteau aux plus jeunes enfants. L'air fredonnait avec facilité et inclusion. Plus tard, alors que la célébration blessait et que les dernières miettes de gâteau étaient éloignées, j'ai repéré un petit bracelet d'argent et en laiton en train de faire faillite de la manche d'Ivy. Les charmes ont attrapé la lumière. Une étoile, un pinceau, un ballon de football, une note de musique et plus encore. Chaque morceau de fragment de son histoire avec moi, je me suis agenouillé et j'ai dit, « Je vois que vous avez gardé notre collection proche. » Elle glissa son poignet dans ma paume. « Toujours, répondit-elle. Cela me rappelle tout ce que nous avons fait ensemble et tout ce que nous ferons. » Margot est apparue à côté de nous, plaçant une main douce sur l'autre épaule d'Yvette. Elle a offert un sourire qui était à la fois timide et authentique. « Tu es un père merveilleux » a-t-elle dit, douce. Heureuse comme ça. Je lui ai tapoté la main. Elle fait ressortir le meilleur de nous. Quand la salle a finalement vidé et que Ivy a été rentrée en toute sécurité dans le siège passager de la voiture, elle a atteint la console centrale et a pris ma main. « Merci d'être venu » a dit une voix de cheveux derrière son oreille. « Je ne vous ai pas toujours promis. Personne ne peut effacer cela. » En route, je l'ai regardé rebondir sur les cheveux. Exclusion, la promesse du père est tenue. Avec des rires. Croyais que j'étais son vrai super-héros, je savais que l'héritage durerait, sans inviter encore et encore, mais toujours irréfutable.